On commence toujours nos événements avec une reconnaissance territoriale. Donc voilà, on va prendre un petit moment pour le faire, même si donc on n'est pas tous sur le même, tous et toutes sur le même territoire actuellement. Voilà, je vais le faire comme étant à Montréal actuellement. Donc, le Guélion est une librairie féministe queer et une coopérative de solidarité à but non lucratif qui est basée à Montréal, donc qui est un territoire mohawk non cédé connu sous le nom de Tiohtià:ke. La nation Kanien'kehá:ka est reconnue comme la gardienne des terres et des eaux sur lesquelles nous nous réunissons aujourd'hui. Ce territoire est historiquement un lieu de rassemblement des Premières Nations. Nous respectons et honorons les liens avec le passé, le présent et l'avenir dans les relations entre les peuples autochtones et les colons au sein de notre communauté. En tant que librairie qui se spécialise dans les littératures féministes LGBTQIA2S+, ainsi que dans les œuvres antiracistes et anticoloniales, nous considérons qu'il est de notre devoir de remettre en question et de réfléchir notre place comme librairie sur ce territoire. Dans cette optique, nous cherchons à honorer et donner une place importante aux œuvres et aux réflexions des communautés autochtones ainsi qu'aux travaux sur l'anticolonialisme. La décolonisation est un processus en cours. Reconnaître le territoire sur lequel nous sommes établis n'est pas une fin en soi. Donc, notre équipe de libraires, qui est constituée de personnes blanches et racisées allochtones, travaille activement à rendre cet espace plus accueillant pour les personnes autochtones et le savoir décolonial. Nous désirons maintenir un dialogue permanent à ce sujet, que ce soit au sein de notre équipe de travail ainsi qu'avec nos membres et avec les écrivains et écrivaines dont nous diffusons les livres. Donc voilà. Donc aujourd'hui, ben en fait, si vous êtes inscrit à l'événement, vous en connaissez un peu la formule. Donc c'est un webinaire qui est fermé, donc mais qui est diffusé actuellement en Facebook Live, donc auquel vous pouvez assister, même si donc la salle comme telle est fermée. Donc il y aura une possibilité de faire des questions-réponses à la fin du panel. Peut-être, Camille, tu peux me préciser sur le fonctionnement du question-réponse, par contre? Oui, effectivement. Donc, en fait, il y a une discussion. Il y a aussi un question-réponse où vous pouvez déposer vos questions qu'on va prendre tout au long de l'événement et qu'on va poser à la fin suite aux questions de la maison d'édition et aux discussions. Donc, les questions pour le public, ça ira à la fin, mais vous pouvez, au fur et à mesure, les déposer dans le question-réponse. Et aussi, c'est rediffusé en live sur Facebook, sauf que si vous êtes inscrit présentement via le lien du webinaire, vous allez voir, il y a une option traduction en bas de votre fenêtre Zoom et vous pouvez choisir votre poste de traduction. Donc, si vous désirez entendre le webinaire en espagnol, vous cliquez sur espagnol et si vous désirez entendre le webinaire en français, vous cliquez sur français. Et il y a une traduction faite par Véronique en simultané. Voilà, donc vous pouvez choisir votre langue. Merci pour la précision. Donc voilà, donc c'est un événement qui est co-organisé aujourd'hui. En fait, nous, on présente puis on prend la peine d'introduire, mais le crédit de cet événement ne nous revient pas à Le Guélion. Donc, c'est co-organisé par les éditions Divergence et les éditions de la rue de Rion. Donc, dans le cadre de la parution de l'ouvrage Puissance féministe, dont on célèbre le lancement aujourd'hui. Donc, voilà, donc les éditions Divergence et les éditions de la rue de Rion, qui sont deux maisons d'édition qui publient de la littérature, mais aussi beaucoup d'essais féministes, anticoloniaux, donc qui ont des valeurs que nous, on partage totalement à la librairie, des ouvrages qu'on aime beaucoup, puis dont on salue toujours la parution. Donc, j'imagine que si des gens ont des questions plus précises, comme des personnes des deux maisons d'édition sont là, si dans la question-réponse, des gens veulent parler de votre projet éditorial, je suppose que ce sera possible de le faire également. Donc, je ne prends pas plus de votre temps en présentation. Je vais seulement vous présenter les panélistes qui sont présentes aujourd'hui. Donc, je ressors mes bios. Excusez-moi. Donc, on a avec nous Véronica Gago, qui est terricienne et activiste, qui est née à Chivilcoy, en Argentine, en 1976, donc qui est autrice du livre dont on célèbre l'apparition aujourd'hui. Donc, elle est également membre du collectif féministe Ni Una Menos, donc pas une de moins en français, puis elle participe à la maison d'édition indépendante Tinta Limón. Elle enseigne également les sciences sociales à l'Université de Buenos Aires et à l'Université nationale de San Martín. Donc, on a également avec nous
Mara Montanaro, donc, qui est enseignante, chercheuse au département de philosophie de l'Université Paris 8. Donc, elle est l'auteure de Françoise Collin, L'insurrection permanente d'une pensée discontinue. Puis elle est également, depuis 2019, directrice au programme au Collège international de philosophie. Okay. Bonjour. Okay. On a également avec nous Hilda Joyce Portilla, qui est professeure à temps partiel à l'Université d'Ottawa. Donc, ses cours puis ses recherches portent sur la socio-anthropologie de la famille, le féminisme et les rapports de genre et la sociologie des migrations. Donc, elle est une des principales animatrices de la Place de la Dignité, qui est un regroupement des membres de la communauté chilienne de Montréal et d'Ottawa. Donc, une organisation qui soutient les revendications des mouvements sociaux au Chili, notamment les mouvements féministes. On a également avec nous Camille Léonard, qui est une des éditrices, donc une des éditrices de l'ouvrage dont on souligne le lancement aujourd'hui, donc éditrice aux éditions de La Rue d'Orion. Donc, elle a étudié en littérature comparée à l'Université de Montréal. Elle est également une militante queer féministe. Puis, elle est cofondatrice également des éditions de La Rue d'Orion, si je ne me trompe pas. Oui. Donc, voilà. Est-ce que j'oublie des gens dans le line-up que je vois ici, non? Je crois que tu m'as oublié, oui. Ah oui, excuse-moi, désolée. Léa. Léa. Donc, oui, excuse-moi. Donc, on a également avec nous Léa Nicolas Théboul, donc, qui est traductrice et chercheure en littérature. Donc, elle a traduit plusieurs ouvrages qui portent sur l'histoire des luttes sociales et la pensée féministe contemporaine. Donc, c'est elle, entre autres, qui a traduit Silvia Federici, Par-delà les frontières du corps, donc, qui est qui vient de paraître en 2019, qui est paru une coédition, édition divergente, puis Remis Ménage. Donc, elle a également un passé militant. Elle est passée par le GLMF, le groupe de lecture féministe matérialiste, qui l'a conduit aux théories féministes, à l'insurrection du féminisme matérialiste et de la pensée marxiste et aux théories de la racialisation. Excusez-moi. Donc, elle est aussi membre du collectif des Juives VNR. Donc, voilà. Merci pour votre attention. Donc, je passe la parole à nos panélistes sans plus attendre. Bonjour, bonjour tout le monde. Alors, merci Camille pour les présentations et l'introduction. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci infiniment d'être là. Comme Camille le disait, je m'appelle aussi Camille Léonard, éditrice aux éditions de La Rue d'Orion. Alors, permettez-moi d'ouvrir le lancement directement avec un extrait de la préface de la puissance féministe qui a été écrit par Silvia Federici. Je tiens d'autant plus à ouvrir le lancement avec les mots de Silvia Federici, puisqu'elle devait être présente parmi nous, mais elle nous a appris il y a quelques heures que son compagnon a eu une urgence et a dû se rendre à l'hôpital. Elle est donc présentement à ses côtés. Alors, bien sûr, toutes nos pensées sont avec elle aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, je plonge et voici la préface de Silvia Federici. Un spectre, nous dit Véronica Gago, hante l'Amérique latine. Un mouvement féministe radical et massif qu'anime une perspective anticapitaliste, anticoloniale et antipatriarcale, et surtout le désir de tout changer. En réalité, une révolution est en cours dans le sud du continent américain qui précipite dans les rues des millions de femmes. Ces femmes demandent, en Argentine, la légalisation de l'avortement. Au Chili, l'abolition de la constitution de Pinochet. Elles protestent au Mexique, en Équateur et dans d'autres pays contre la vague de violence qui frappe les femmes et toutes les minorités de genre et hurlent partout « Les violeurs, c'est vous ». Voilà le contexte dans lequel a été écrit La puissance féministe. Et le livre nous transmet, à chaque page, l'énergie, la créativité et le pouvoir émancipateur de ce processus. Alors, c'est justement parce que ce livre n'est pas uniquement l'analyse théorique d'un mouvement, mais parce qu'il est lui-même mouvement. C'est parce que Véronica Gago nous offre, au-delà d'une œuvre littéraire complète, complexe et achevée, une réelle mobilisation. Ce livre-là, pour moi, agit au même titre que les grèves, les manifestations, les actes de désobéissance civile, les révoltes et même les révolutions.
C'est cela qui est venu éveiller en nous un sentiment de réelle urgence dans l'édition de ce livre-là. Donc, tout ça m'amène directement à ma première question qui s'adresse à vous, Véronica, et qui porte sur le contexte d'écriture de la puissance féministe. Donc, dans l'introduction, vous dites que, et là je vais vous citer, ce texte a été écrit à chaud pendant les événements, alors que le mouvement féministe était en train d'acquérir une place centrale dans les luttes. Il émane d'une position particulière de l'intérieur de cette dynamique. Alors, j'aimerais ça commencer en vous demandant si vous pouviez développer sur ce en quoi le mouvement précisément de Ni Una Menos et autres grèves féministes sont inextricables de votre processus d'écriture. Bueno, muchísimas gracias por este evento. Alors, merci énormément de cet événement, de cette convergence d'éditeurs, de traducteurs, traductrices, etc. Pour moi, c'est vraiment quelque chose de magnifique de pouvoir justement utiliser la publication de livres pour justement faire partie de cet événement. Alors, bonjour à Georges. Merci. Bon, bien évidemment, je souhaite à Georges, plus exactement, de pouvoir se remettre très rapidement compte tenu de la situation qu'il vit. Alors, pour moi, c'est très important parce que c'est lié à l'écriture même du livre. Il s'agit ici d'écrire pendant tout un processus d'organisation, de mobilisation également, d'échanges de toutes sortes. Et le fait, justement, le matériel qui compose justement le livre collecte tous ces différents registres d'écriture, des notes de journalistes, des notes de réunions, d'entrevues, des échanges aussi, des discussions. Où, bon, bien, on écrivait aussi à des camarades expliquant ce qui se passait en Argentine et ailleurs, mais plus particulièrement en Argentine. Donc justement, la composition de l'écriture en tant que telle est liée à cette présence et à la dynamique d'organisation. On enregistre, en fait, on prend note de tout ce qui se déroulait en même temps. On tient compte aussi de la réflexion des débats qui étaient en train de se dérouler. Donc, à mes yeux, c'est quelque chose que l'on peut noter d'ailleurs dans le livre. Autrement dit, ce n'est pas juste une écriture rétroactive, il ne s'agit pas non plus de quelque chose de temporel, mais tout est interrelié. Vous avez différentes temporalités qui interviennent. D'un côté, vous avez l'expérience, l'exécution en fait de la grève féministe en 2019, et justement une partie de mes écrits remonte à cette époque-là. Et autre chose, eh bien, il y a tout ce qui est arrivé par la suite, l'organisation de débats justement pour en arriver à cette grève en 2018 ou l'autre grève en 2019. Donc, le type d'échange entre les camarades ailleurs dans le monde également, tout cela est mélangé et aux justement événements qui étaient en train de se dérouler. Donc, il y a toute la préparation, les consignes par rapport à la mobilisation qui sont prises en compte là aussi. Alors, je crois que le livre en tant que tel mélange les différents registres, les différentes couches de temporalité et de toute la réalité en train de se développer. Donc, il y a bien évidemment l'intervention de différentes camarades. Je me rappelle de Silvia Federici qui disait on doit écrire cela pendant que c'est en train de se dérouler. Il y a tout un tas de détails dont on se rappelle justement pendant les événements, mais si on oublie de le prendre en note, eh bien, on l'oublie. Donc, ou on l'écrit de façon différente alors que les événements sont déjà survenus. Donc, on tombe dans une autre dynamique. Alors, à plusieurs reprises. Je me rappelle de Sylvia, surtout quand elle est venue à Buenos Aires, elle me disait: «Il faut vraiment raconter ça maintenant, avec tous les détails». Et je crois que le livre, justement, dans cette écriture, a une certaine ambivalence. Vous avez un processus très situé, très encadré, mais d'un autre côté, vous avez différentes, expériences qui sont encore reliées, qui existent, mais qui ne passent pas par la même dynamique, mais qui font partie justement de tout un processus qui dépasse largement ce qui se passait en Argentine. Et je crois que c'est cette dynamique transnationale
de la grève féministe fait partie justement de l'élaboration du langage, de la problématique, de la narration en tant que telle de ce livre, de cet ouvrage. Donc, je dirais également que j'ai fait l'exercice aussi de revenir justement sur certaines questions dans les différents chapitres, mais j'arrivais sous un autre angle, tout en sans trop répéter non plus en fait les différentes discussions. Donc, il y a une temporalité distincte et des sites qui ne sont pas toujours les mêmes. Donc, ça insiste justement sur certains événements qui ont eu lieu. Alors, c'est tout ce que j'avais à dire, je crois, pour qu'on puisse tous et toutes discuter. Merci, merci infiniment, Véronica, pour cette réponse. Ma prochaine question s'adresse à Mara. Donc, dans votre postface, vous faites une analyse vraiment intéressante de la transversalité chez Véronica Gago. Donc, contrairement à la verticalité qui, de facto, implique une position de domination et à l'horizontalité qui tend souvent à nier la différence et à uniformiser les vécus, la transversalité, pour sa part, fait de la multiplicité des luttes un outil de résistance. Donc, elle permet de réunir ce qui est parfois considéré comme contradictoire, c'est-à-dire la radicalité des revendications et l'inclusion du plus grand nombre de sujets. Donc, je me demandais, est-ce que pour vous, la transversalité est vecteur d'une cartographie féministe qui défie les frontières étatiques et les alliances capitalistes et patriarcales? Merci beaucoup pour votre question, Camille. Avant de répondre, en fait, j'aimerais juste très brièvement souligner la puissance de la méthode et de l'écriture même de Véronica Gago. Véronica tisse une généalogie féministe insurrectionnelle et transversale qui s'inscrit dans les révoltes du passé, tout en construisant de nouvelles alliances, de nouvelles coalitions avec les luttes et les mouvements féministes actuels et qui trouve dans la grève son idée force. Or, qui plus est, Véronica y déploie une analyse rigoureuse et dense, autant sur les plans conceptuels qu'historiques. Et cette analyse est traversée, irriguée par la matérialité des luttes, ce qui fait que cette recherche soit si percutante, ou, pour le dire autrement, qu'on ne produit pas une recherche avec des analyses si sophistiquées sur les plans théorique autant que politique, qu'à condition qu'elle soit une recherche militante et engagée. Or, le livre de Véronica nous dit exactement qu'il est possible de militer comme on écrit et d'écrire comme on milite. Pour le dire autrement, cette analyse ancrée et située dans les luttes féministes sud-américaines est alors un formidable exercice de traduction politique dans des autres contextes, dans des autres géographies, dans des autres espaces et temporalités. Ça, juste pour, voilà, avant de répondre à votre question, c'était juste ce qu'il voulait souligner. Donc, pour répondre, là, je crois que pour comprendre la portée révolutionnaire, toute la force et la puissance du mouvement féministe sud-américain, la notion de transversalité est fondamentale. Je précise bien évidemment que si j'utilise les féminismes au singulier, on ne saurait parler d'un féminisme au singulier car il est pluriel, donc je l'ai fait en toute conscience de cette hétérogénéité théorique, multitude de pratiques et processus de subjectivation qui caractérisent les mouvements féministes. Donc, je vais citer directement Véronica, qui affirme « Les mouvements féministes actuels est à la fois massif et radical. Cette conjonction rare est née des ponts construits entre les luttes et de l'invention d'une transversalité politique. » Donc, si c'est clair qu'on ne peut pas séparer les sexismes, l'oppression sexuelle, les racismes, les colonialismes de l'exploitation capitaliste dans toutes ses formes, comme Véronica nous le montre tout au long de l'ouvrage, invisibilisation du travail reproductif précaire et migrant, ravage extractiviste sur les corps territoire, extractivisme de la finance qui passe par les endettements des classes populaires, comme elle le montre aussi dans un autre ouvrage qu'elle a coécrit avec Luci Cavallero, una lectura femminista della deuda, qui n'est pas encore traduit en français, on espère qu'il le sera bientôt. Dans cette transversalité, je veux dire, si tout cela, ce n'est pas séparable, c'est la notion de transversalité qui permet de ne pas produire une hiérarchie entre les luttes, ni une homogénéité qui en fait, aplatirait les différences. Cette transversalité caractérisant les mouvements, nous dit Véronica, est aussi une méthode
Autrement dit, transversalité signifie la traduction politique de ce qu'en suivant Angela Davis, on pourrait appeler une intersectionnalité des luttes et non pas d'identité. Or, Véronica définit également ces mouvements comme radicaux et massifs. Cette conjonction inédite mérite d'être soulignée car elle résout ce qui a toujours été perçu comme une contradiction, c'est-à-dire l'effet que la radicalité des revendications empêcherait ipso facto l'inclusion du plus grand nombre. Qui plus est, Véronica nous montre comment cette transversalité se lie indissociablement avec l'internationalisme, qui caractérise également ces mouvements. C'est donc la convergence entre ces deux aspects, internationalisme et transversalité, qui sont également des méthodes de lutte, qui produit une cartographie immanente des alliances, des coalitions antipatriarcales, anticapitalistes et qui défie les frontières de l'État-nation, configuration issue de l'histoire coloniale. Pour conclure, elle évite, ce concept-là nous permet d'éviter ce qu'Aimé César qualifie, je les cite, comme des manières de se perdre, s'ignorer dans les particuliers ou se diluer dans un universalisme abstrait. Merci infiniment. Donc, pour poursuivre le tour de table, Léa, j'aimerais vous poser une question. En fait, on l'a souvent vu dans le passé, dans le présent et malheureusement, on peut le voir venir dans le futur. Cette stratégie vraiment perfide et assez répandue pour discréditer les mouvements féministes et les luttes féministes. Cette stratégie-là consiste à mépriser leur langage, à le déclarer inférieur ou même incompréhensible. Puis c'est en cogitant sur la place que prend le langage dans les mobilisations que m'est venue l'idée de vous demander en quoi votre savoir et vos expériences militantes ont été mobilisées dans votre travail de traduction. Je pense notamment à votre lien avec le collectif des Juifs et Juives vénères qui luttent contre les multiples oppressions auxquelles les personnes juives, queer, révolutionnaires font face. Donc, je me demandais comment vous avez été en mesure de mobiliser cette implication militante-là dans un travail de traduction. Merci. Alors, déjà, un petit mot sur le travail de traduction en tant que tel pour le livre de Véronica. Donc, ça a été quand même un travail assez long et un peu particulier parce que j'ai travaillé à partir de la version anglaise de l'ouvrage, donc ce qui m'a demandé quand même une sorte de trilinguisme permanent entre le français, la version anglaise qui était une version enrichie et l'espagnol, la langue maternelle qui, je pense, était très importante, d'avoir la version espagnole qui est justement la langue du mouvement. Pour le coup, si on perd l'espagnol, on perd les slogans, on perd la matérialité, du langage incarné dans la lutte. Et donc, c'était un travail fastidieux à certains égards pour ce trilinguisme, mais assez enrichissant, disons, comme processus de déplacement un peu continu. Et moi, il me semble que j'ai un peu envie de défendre ma chapelle et d'insister sur le fait que oui, les traductions, pour moi, sont des moments importants pour la pensée féministe, un moment où on reçoit un ouvrage qui vient de très loin, qui vient de camarades, qui vient de mouvements sur lesquels on connaît peu de choses, ça constitue un vrai petit événement intellectuel. Et donc, je crois que l'ouvrage de Véronica Gago est important à la fois parce que c'est un document important sur la grève féministe, sur le mouvement tout simplement, sur lequel en fait en France on a quand même relativement peu de choses, je crois, malgré tout, encore, et une forme de synthèse aussi théorique d'un certain nombre de grandes questions, je crois, qui se posent au mouvement féministe de manière, disons, des questions théoriques qui sont inscrites dans des problématiques beaucoup plus anciennes, quoi, et que ce va-et-vient me paraît important. Alors, moi, je voudrais dire aussi que le moment, je pense en fait, Véronica arrive à son terme, je pense au moment où on a reçu en 2014 la traduction de Caliban et la sorcière, qui a été un moment théorique assez important en fait,
je crois que ça avait vraiment, pour les petits groupes féministes dans lesquels j'étais, stimulé vraiment des moments d'auto-formation, de discussion qui avaient été très riches. Et voilà, j'espère que malgré la situation de la pandémie, le livre de Véronica va susciter ce type de discussion. Alors sinon, par rapport à ma propre activité traductrice, peut-être que c'est bien que je déplie un peu, effectivement, là d'où je viens, d'où je parle, et d'où ce processus de traduction est issu. Donc, actuellement, je suis dans un collectif qui s'appelle les Juifs vénères, mais disons que ma politisation féministe, elle a été ancrée dans autre chose. En fait, elle est plus ancienne et disons que je la caractériserais par le lien qu'il y a toujours eu entre mouvementisme et recherche intellectuelle ou recherche théorique. En fait, donc j'ai fait partie d'un groupe de lecture qui s'appelait le GLUMF, qui a été un petit groupe qui a duré quelques années, qui a été essentiellement donc un groupe de lecture où on lisait les féministes matérialistes françaises, d'abord beaucoup, Guillaumin, Delphi, etc. Puis les féministes marxistes, comme Federici et d'autres, enfin les italiennes, voilà. Et en fait, donc ce petit groupe de camarades venait, comme moi à l'époque, du milieu squat en fait, parisien. Et on était à l'époque très proche de collectifs de mal logés, donc qui étaient des collectifs de base qui luttaient soit en faisant des occupes, soit en occupant des bâtiments, enfin des occupes, je veux dire, de mairies, de bâtiments institutionnels, soit des squats pour obtenir des HLM, enfin voilà, c'était des luttes pour l'accès à certains droits et sur des formes de salaire indirect. Et donc en fait, dans ces collectifs étaient essentiellement des collectifs féminins, mais ce n'était pas une question qui était à l'époque thématisée explicitement de façon féministe. Enfin, c'est-à-dire que voilà, c'était des femmes originaires d'Afrique de l'Ouest ou du Maghreb qui se trouvaient au dernier étage de la division du travail, qui travaillaient dans le ménage ou dans la restauration, souvent à temps partiel, etc. Et donc, en fait, disons qu'elles étaient sur tous les fronts, à la fois dans la sphère du travail, dans la sphère privée, et aussi dans la sphère collective, voilà, où elles se retrouvaient avec des sortes de triple journées de travail dans les squats ou dans les occupes. Et donc, en fait, tout ça pour dire que ce moment en fait, théorique de formation, de lecture, etc., il s'est accompagné aussi de la découverte tout simplement d'une réalité sociale et de rencontres qui ont été très fortes avec ces femmes. Et qui ont vraiment alimenté en fait une recherche théorique sur l'articulation entre rapports de genre, rapports de classe et rapports de race à partir vraiment on va dire, de ce sous-prolétariat transnational féminisé. Et voilà, donc à la recherche toujours de cette articulation, là, voilà. Super, merci infiniment pour ce partage. Alors, ça conclurait notre premier tour de table plus individuel. Et je me lancerai dans ma première question. J'aimerais bien vous entendre échanger entre vous et répondre sur les idées concernant le néo-extractivisme, qui a quand même été beaucoup élaboré et explicité dans l'ouvrage La puissance féministe. Et donc, dans votre livre, Véronica, vous pensez la violence contre les femmes en termes de guerre, en développant la notion de corps-territoire dans sa dimension coloniale, en lien avec le pillage néo-extractiviste. Et il y a un lien tout de suite à faire avec le dernier ouvrage de Silvia Federici, justement, qui s'appelle « Une guerre mondiale contre les femmes, des chasses aux sorcières au féminicide ». Elle parle d'une violence sexiste millénaire, d'une véritable guerre basée sur le genre qui s'orchestre contre les femmes. Et elle la met en relation avec, entre autres, la privatisation des terres en Afrique. On le voit, les chasses aux sorcières, ils opèrent à la fois en tant qu'offensive capitaliste et en tant qu'arme de guerre fondamentalement misogyne. Et depuis 2008, les cas de meurtres perpétrés pour sorcellerie
n'ont pas cessé d'augmenter. Dans la même veine, au Canada, on cherche en ce moment à mieux comprendre les assassinats et la disparition des filles et femmes autochtones en lien avec ces phénomènes qui pourraient voir la question des territoires autochtones ancestraux convoités et exploités par la société blanche dominante comme source de matières premières et comme corridor énergétique. Donc, à travers toute cette question de guerre et de misogynie et de néo-extractivisme, je me demandais comment vous articulez ces questions dans vos recherches et notamment en fait en lien avec les féminismes décoloniaux. ¿Empiezo yo? J'y vais? Oui. Bueno, primero quería... Bon, alors avant tout, j'aimerais dire que oui, effectivement, il s'agit d'un dialogue fondé sur d'autres ouvrages, notamment de Rita Segato. Donc, tout le concept de la guerre et la dynamique de la violence. Alors, je crois que le défi que l'on doit surmonter, c'est comment, d'un côté, justement, dénoncer ces nouveaux niveaux de violence, donc les féminicides et le néo-extractivisme, et d'un autre côté, eh bien, comment réagir à ces dynamiques de violence. Par exemple, générer des espaces d'autodéfense, de protection des territoires, mais aussi de mobilisation politique afin justement de réagir à ces formes de brutalité, d'expulsion et de féminicide en particulier. Alors, je crois qu'il y a tout un défi à relever pour pouvoir justement dénoncer ces dynamiques de violence, plus particulièrement quand ces violences deviennent une force productrice, justement en pleine crise capitaliste. Alors, comment pouvoir bien, rendre compte de cette violence, mais d'un autre côté, comment voir on réagit à ces féminicides? Donc, c'est en fait un nœud, quelque chose qui m'intéresse au plus haut point dans le livre, parce que vous avez aussi la possibilité de le faire simultanément. Donc, ça déplace aussi la figure de la victimisation, juste la narration permanente en termes micro-politiques de ce qui se passe dans le monde et en particulier face aux femmes travesties, etc., lesbiennes, etc. Donc, on a toujours ce défi, comment parler, comment décrire la violence, qui est une question gigantesque et qui, justement, exige fois un discours militant qui ne devienne pas une narration qui paralyse. Donc, je crois qu'à ce niveau-là, il y a quelque chose de très important. Pour ce qui est de la dynamique du néo-extractivisme, je crois que c'est quelque chose de fondamental en Amérique latine, et pas uniquement en Amérique latine. C'est lié justement à l'extraction des ressources naturelles, mais aussi l'extraction, comme on l'a analysé, l'extraction des corps et des travaux, de la dette, la finance, mais aussi les différentes façons dont ça s'articule, quand on articule en fait la défense des territoires par rapport à la défense des modes de vie, mais aussi la défense et puis la lutte contre la finance. Donc, c'est le type d'articulation anti-extractiviste. Et je crois que ce concept de corps et des territoires qui a été proposé par nos collègues, nos camarades d'Amérique centrale est essentiel parce qu'elle nous permet de penser au corps au-delà en fait des corps individuels. Mais comment est-ce que l'on pense à ces territoires qui font partie de cette lutte à la tête desquelles on trouve surtout des femmes? Il y a toute la dynamique des défenseurs de la vie, les coordinatrices qui défendent les territoires et qui, par exemple, aujourd'hui, comme on peut le voir, en particulier en Colombie, elles se retrouvent en première ligne dans les manifestations. Mais sur la question enfin, je me permets de rebondir et de déplacer un peu le propos sur la question de
la violence contre le corps des femmes, moi, il me semble qu'il y a aussi beaucoup de choses qui sont très intéressantes dans le livre et qui relèvent plutôt d'une analyse de la dialectique public-privé, toute l'analyse de la crise du patriarcat, de la crise du patriarcat salarié et des dynamiques à la fois subjectives et structurelles qu'elles entraînent dans le privé et dans le public. Enfin, donc, pour reprendre un peu ce que tu dis, Véronica, le fait que, donc en gros, la crise du salariat comme structure centrale de reproduction de l'autorité masculine, notamment au sein de la sphère privée, entre en crise, et que ça génère à la fois de la part des femmes un désir d'autonomie, une sortie du confinement du foyer, etc. Et en même temps un besoin de relégitimation, de réaffirmation de la souveraineté et des masculinités sur le corps des femmes. Et moi, vraiment, je trouve que c'est parmi les analyses les plus pertinentes du livre, et enfin, je trouve que ça permet vraiment de penser à la fois ces doubles dynamiques contemporaines où on a ce mouvement féministe, on va dire, oui, cette prise de puissance, cette manière de prendre les rues, ces affirmations de notre révolte contre la violence, et en même temps, voilà, ces structures de reproduction de la violence qui sont toujours, qui sont à la fois de plus en plus surprenantes, au sens où presque en tant que personne, en tant que femme, on est toujours quand même étonné, et en même temps qui donne vraiment des vraies grilles d'explication de cette hystérisation et de cette hausse de la violence qui s'arrête pas, quoi. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait rebondir sur le thème de la guerre contre les femmes et personnes de la pluralité des genres? Tu vois, Camille, moi, là, je me suis interrogée sur toute ta question, plutôt que de répondre directement sur les néo-extractivismes sur lesquels je ne travaille pas directement dans ces moments, mais une question qui m'a beaucoup, c'est sur laquelle je travaille, c'est une articulation, en effet, entre les concepts élaborés notamment par Veronica et Silvia Federici, comme la violence, la guerre. Moi, ce que j'essaie de faire dans ces moments, en écrivant ces manuscrits pour l'HDR en France, c'est voir cette cartographie féministe, en effet, des théories et mouvements féministes sud-américaines. Donc, par exemple, c'est que, pour donner un exemple pratique, en partant, tout d'abord, parce que ça il m'a semblé important de le préciser. Ce que nous appelons féminisme décoloniaux, qui bien évidemment sont ancrés en Amérique du Sud, mais on entend une pluralité des féminismes, donc autochtones, communautaires, populaires. Et là, je pense par exemple à la féministe mexicaine Margarita Milán, qui remarque en effet comment il existe un féminisme décolonial en Amérique latine, bien avant les booms de courant décolonial, des études décoloniales. Et en effet, elle là rejoint aussi la critique qui a été faite par la sociologue bolivienne Silvia Rivera Cusicanqui, lorsqu'elle affirme en effet que le monde académique digère et coopte les connaissances produites dans notre espace et les remet en circulation préconditionnées et prêtes pour la consommation. Donc, pour vous donner peut-être un exemple pratique de cet agencement, c'était une des questions sur lesquelles je travaille, c'est la question du sujet du féminisme. C'est nous, les femmes. Et donc, si je l'ai fait, c'est en partant justement de ce que Véronica nous dit à propos de la grève, qui a permis pas seulement une redéfinition de ce qu'on entend par travail, mais également une redéfinition du concept des classes, et notamment sa présumée unité et homogénéité, en mettant sur le devant de la scène son caractère multitudinaire, son caractère intersectionnel. Or, je crois qu'on pourrait faire la même chose concernant les sujets du féminisme et sa prétendue unité et homogénéité, car depuis les années 70, cette prétention universaliste, en effet, a été remise en question à partir d'un féminisme élaboré par des femmes noires, chicanas, autochtones,
visant à dénoncer les caractères eurocentriques, ethnocentriques et universels du sujet du féminisme hégémonique et de sa manière de reproduire la colonialité du pouvoir. Or, pour utiliser C'est nous les femmes, car nous avons besoin de l'utiliser comme sujet des luttes, et pour éviter toute essentialisation, il faudra les considérer comme un véritable champ de bataille, champ de tension, une production, une construction historique, toujours mouvant et jamais fixe. Et aussi, un sujet toujours situé et toujours inclusif, car ce qui peut constituer cette commun des luttes auxquelles nous tendons avec l'idée, comme Véronica nous le montre, des alliances insolites, des coalitions stratégiques dont on a besoin, c'est en effet un commun qui n'est pas une nature, n'est pas une identité féminine essentialisée et considérée universelle, mais la prise en compte des différences irréductibles. Car théoriser les sujets féministes en tant qu'unitaires, universels et homogènes est déjà une attitude de domination. Donc, d'où l'enjeu politique, à mon avis, consiste à continuer à l'utiliser après avoir déconstruit et montré tous les pièges d'une essentialisation de la catégorie des femmes. Voilà. Et donc, on peut les faire en tenant compte de toute la contribution des féminismes, notamment des féministes décoloniaux. Et donc, voilà. Et on peut les considérer comme un commun des singularités, donc un commun des différences dont on assume les conflits, les désaccords, en vue de la construction d'alliances, coalitions stratégiques. Et encore là, je pense à un autre élément qui Véronica nous souligne, qui à mon avis est fondamental, les rôles des assemblées. Et je vais expliquer pourquoi j'ai relis la question du sujet du féminisme aux assemblées. Car il est vital de ne pas estomper justement les conflits, les divergences, les désaccords qui traversent les mouvements féministes, de se laisser toujours interpeller par les diverses singularités de positions, et notamment les positions minoritaires. Et c'est pour éviter, en effet, cet écueil d'une appropriation, d'une colonisation, d'une représentation faussement universelle qu'il faudrait toujours, encore une fois, comme Véronica l'a fait, réaffirmer l'importance d'une pensée située. Là, je vais juste citer un extrait de l'introduction où Véronica dit « La pensée située est partiale, c'est inévitable. Partial ne signifie pas petit part, fragment ou éclate. Au contraire, partial renvoie plutôt à quelque chose de bricolé avec art, à un assemblage spécifique. Comme tel, la partialité fonctionne comme point d'entrée, comme perspective et renvoie à la singularité d'une expérience. Donc, c'est nous, n'a du sens s'il est formé des jeux et non s'il les recouvre. Et la légitimité d'un propos et d'une action lui est donnée par l'écho, par la résonance qu'il rencontre et non pas par l'accord qu'il présuppose. C'est qu'on voit par exemple un acte dans les assemblées qui, comme Véronica nous dit, sont un dispositif d'intelligence collective où on expérimente vraiment la puissance d'une pensée collective. Donc, penser les féminismes, les sujets du féminisme, plutôt comme les sujets en preview, pour utiliser les mots de la féministe radicale italienne Carla Lonzi, un sujet toujours en devenir, un processus qui nous permet de penser une unité, voilà, une unité pas préalable, mais ponctuelle dans l'action. Une unité habitée par des clivages, par des contradictions et par des différences, mais pas pour cela moins puissante. Maria Lugones soutient elle affirme, il ne s'agit, la philosophe argentine décoloniale Maria Lugones affirme, il ne s'agit pas des possibilités théorisées, mais des possibilités vécues. C'est pourquoi nous sommes à la recherche de la coalition. Et je crois que Véronica nous montre parfaitement comment la grève féministe, et encore plus les mouvements féministes sud-américains, réalisent, matérialisent et incarnent ces coalitions. Merci beaucoup. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre voulait s'exprimer ou rebondir sur cette question. Sinon, je passerai à la suivante. Donc, sentez-vous bien à l'aise de m'interrompre quand vous voulez. Ma deuxième et dernière question pour cette discussion-là porte sur le sujet de la puissance et du militantisme joyeux. Mara, dans votre postface de la puissance féministe, vous faites un parallèle super pertinent entre le concept de puissance, selon Véronica Gago, et le principe du militantisme joyeux.
Donc, la puissance féministe, pour reprendre les termes de Véronica, est une invention commune contre l'expropriation, une joie collective contre la privatisation et la propagation de nos désirs ici et maintenant. Dans son ouvrage Par-delà les frontières du corps, Silvia Federici, pour sa part, définit le militantisme joyeux comme suit. Les politiques que nous mettons en œuvre sont libératrices si elles changent notre vie d'une manière positive, nous font grandir, nous rendent joyeux. Donc, je vois que cette union se concrétise, entre autres, dans la façon dont Véronica définit les assemblées, c'est-à-dire dans la création d'une intelligence collective, d'une force commune, en réponse à une constellation de luttes et d'une solidarisation, d'un pouvoir d'action, bref, sur le concret, sur le ici et maintenant. Donc, on dirait que j'ai envie de vous entendre davantage sur la portée révolutionnaire qu'il y a dans l'union force entre ces deux concepts, c'est-à-dire la puissance féministe et le militantisme joyeux. Bueno, ese es un concepto que Mais ça, c'est un concept que j'ai entendu mentionner par Sylvia à plusieurs reprises. Et effectivement, c'est très intéressant à mes yeux parce que manifestement, la possibilité de parvenir justement à ce collectif, c'est pas un optimisme simple, c'est pas juste une problématisation des mouvements activistes et militants, mais c'est plutôt une façon de revendiquer le fait qu'on ne veut pas en fait perdre nos capacités, notre capacité de faire. C'est toujours une capacité très complexe. Vous savez, il y a beaucoup de nuances et beaucoup d'échecs dans tout ce que nous faisons. Ceci dit, il me paraît important que cette façon de récupérer la capacité d'intervention, de pensée collective, mais aussi et avant tout la capacité de prendre des décisions à partir justement de cette force collective est quelque chose de fondamental. Moi, ce que j'essaye de faire dans justement mon ouvrage, c'est toute la scène des ensembles. Par exemple, le dispositif d'intelligence collective, ce sont tous des moments qui, au même titre que d'autres, nous permettent d'avoir la capacité de produire un diagnostic, de produire également des connaissances, mais aussi d'élaborer des critères qui nous permettent d'évaluer une situation et d'en venir à des décisions politiques. Donc, c'est un espace politique qui nous permet de prendre justement des décisions politiques. C'est un type de souveraineté politique, je dirais. Et je crois que justement, c'est très important comme expérience, tout simplement parce que toutes celles qui sont passées par différents moments, différents événements, différentes luttes, ou ces expériences dans le corps de production de décisions collectives intervient, eh bien, c'est aussi l'expérience d'une force commune, ce pouvoir justement d'intervention qui nous unit. Alors, je crois que tout cela est lié aussi à un moment de composition de complexité, parce que ça remonte aussi à la transversalité dont on parlait au préalable. Ce sont des moments collectifs aussi, on veut les soutenir aussi dans le temps. Mais par ailleurs, il est essentiel à mes yeux d'essayer de voir comment est-ce que ces mouvements de souveraineté collective qui produisent une certaine intelligence, une capacité de décision et des politiques finalement. Alors, pour répondre à votre question, là, je partirai en disant qu'il y a des livres comme ceux de Veronica Gago et Silvia Federici qui peuvent constituer pour nous des armes, des outils pour opposer à l'homogénéité du discours capitaliste et au continuum de l'oppression un autre discours. Un discours qui vise une transformation radicale de l'existence et qui nous dit que la révolution sera féministe ou ne le sera pas, parce qu'elle est une révolution saisie comme l'impensé du désir, comme une révolution à la fois économique, politique et affective. Dans ce sens, cette convergence permet, pour reprendre le titre du livre de Federici, de réchanter le monde et réinventer la vie en construisant de nouvelles pratiques politiques et affectives. Selon Audre Lorde, pour les femmes, les besoins et les désirs de partager l'affectivité d'une politique qui passe
par les affects et les désirs, et une forme de salut. Et c'est dans ces partages que notre puissance est redécouverte, s'amplifie et augmente. C'est cette véritable connexion, ce partage entre femmes que le monde patriarcal redoute. Or, les affects comme les désirs sont politiques. Comme nous le savons, la joie pour Spinoza est un affect actif qui augmente notre puissance d'agir. Cette connexion alors entre puissance féministe et militantisme joyeux nous montre qu'encore, comme nous dit Véronica, encore territoire n'est pas seulement encore exploité, opprimé, déchiré, mais aussi et surtout encore résistante, encore qui peut être traversée, irriguée par cette puissance joyeuse car collective. Il s'agit d'affirmer par là peut-être un féminisme, je dirais un féminisme spinoziste, comme le propose la philosophe mexicaine Mariela Oliva, un féminisme spinoziste qui s'inscrit dans toute une généalogie des travaux qui ont souligné le matérialisme de Spinoza. Là, on pense à Toni Negri, on pense à Gilles Deleuze notamment. La philosophie de Spinoza, selon Mariela Oliva, est une philosophie de la praxis affective. Notre puissance d'agir implique l'immanence du désir de vivre et de bien vivre avec et parmi les autres. Donc, cette convergence nous montre de quoi nous sommes capables dans ces désirs de tout changer, de refuser la victimisation, dans cette force collective qui produit les communs de nos luttes. Il s'agit d'une pensée pratique qui n'est pas seulement positive, mais une pensée affirmative. Cette union ouvre, comme nous dit Véronica, à d'autres géographies existentielles, une convergence qu'on peut penser comme un talisman capable de transformer la douleur, la souffrance en pratique des luttes. Donc, si on veut traduire dans un slogan cette convergence, ça pourrait être, à mon avis, nous sommes les nièces de toutes les sorcières qui vous n'avez pas pu brûler. Merci de finir avec cette citation, ce slogan incroyable que j'adore. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait prendre la parole par rapport au militantisme joyeux et à la puissance féministe? Je voudrais, oui, compléter un peu tout ce qui a été dit, tellement intéressant. Je pense que le féminisme qui est présenté, en fait, le mouvement qui est présenté dans le livre rend compte de justement une dette qu'on a dans la pensée politique en général. Parce que le rationalisme occidental a été tellement dominant qu'il a laissé quand même beaucoup dans l'impensé, tout ce qui est les affects, tout ce qui est l'émotionnel, tout ce qui est, en fait, par exemple, on parle de la charge mentale, de la charge émotionnelle que les femmes vivent surtout, pas juste les femmes, mais surtout les femmes, comme quelque chose qui est un concept nouveau. Vous voyez pourquoi ça surprend quelques personnes, ce concept-là, par exemple, parce qu'on l'a tellement laissé dans l'impensé, l'expérience quotidienne, le vécu, au-delà des théorisations qui réfèrent au théâtre. Donc, je pense qu'il y a dans les affects aussi l'inclusion. En fait, pour combler cette dette-là, nous devons aussi inclure la compréhension des arts. Si vous voyez les manifestations dans la plupart de toutes les, toutes les rencontres féministes, les grandes manifestations, il y a toujours beaucoup de musique, il y a toujours beaucoup de chorégraphie, il y a toujours beaucoup d'art, beaucoup d'art dans tout ça. Et puis, pourquoi? Parce que ça va justement chercher le vécu beaucoup plus émotionnel, beaucoup plus réel et tellement ignoré dans toute la pensée politique occidentale. Alors, pour moi, c'est absolument clair que ce renouveau et puis cette nouvelle puissance féministe, elle réside en grande partie dans son appui justement on s'est souvent considéré comme quelque chose de conservateur, de religieux, de pas politisé, alors que c'est très politique des cercles des femmes. Pour des femmes qui ne se considèrent même pas féministes elles-mêmes et puis même pas politisées souvent. Donc, il y a vraiment beaucoup à étudier encore sous le prisme de cette
cette puissance féministe. En fait, moi, je pense que ça fait partie de l'invitation du livre. Oui. Tout à fait. Tout à fait. Ben, Joyce, c'est parfait que vous ayez pris le plancher pour conclure ce sujet. Étant donné que je vous passerai la parole justement pour la conclusion, c'est un grand plaisir pour moi de vous laisser conclure sur le militantisme. Joyce, professeure en études féministes et de genre à l'Université d'Ottawa, militante chilienne au sein du collectif Place de la Dignité. Alors, la parole est à vous. On n'entend pas. Est-ce que c'est possible que votre micro soit fermé? Oui, j'avais fermé mon micro parce que je ne pensais pas que c'était à mon tour tout de suite. Non, c'est bon, c'est un miracle que ça ne me soit pas arrivé 3-4 fois depuis le début de l'événement. Ouais. Donc, allez-y. Malgré le fait qu'on est à tous les jours dans Zoom. Mais bon, je dois vous dire à quel point je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Ça, c'est d'abord. Puis d'avoir le plaisir de vous écouter. Bon, en général, bon, je suis vraiment de tout près, là, tout ce que vous avez dit, et puis cela résonne beaucoup dans mon expérience. Ce livre, en fait, résonne beaucoup dans mon expérience. Dans ce contexte, je dois dire que la féministe en moi porte aujourd'hui 2 chapeaux. Donc, je suis anthropologue, sociologue et professeure en études féministes de genre, et je suis aussi militante dans une organisation appelée Place de la Dignité, comme Camille a mentionné. Donc, bien que consciente que ces 2 chapeaux ne sont pas très éloignés l'un de l'autre, voilà que l'apparition de ce livre me donne la joie de les concilier. Et croyez-moi, dans la vie, ces moments me sont vraiment précieux. Bon, en tant que professeur, je chéris beaucoup l'apparition de ce livre en français comme une contribution importante pour les études féministes. J'apprécie en particulier l'ample répertoire bibliographique utilisé au-delà des catégorisations propres aux hiérarchies épistémiques dans le monde. C'est transversal, justement, au niveau de la littérature. D'autant plus qu'il n'est pas toujours facile de trouver de la littérature qui porte sur des féminismes autres qu'occidentaux en français, en particulier sur l'Amérique latine, comme Léa a mentionné tout à l'heure, j'en conviens. D'autant plus, bon, c'est très difficile en fait, il y a juste quelques textes qui ont été traduits en français et il y a une littérature quand même assez abondante par rapport à ça. J'en conviens aussi avec le commentaire qui a été fait, je pense, par Mara, du fait que les théories décoloniales sont bien anciennes, en fait. Elles ne sont pas récentes comme on a pu le penser. Je pense qu'il y a juste un manque flagrant de traduction de toutes ces œuvres-là, puis de transmission, en fait, d'échange, pardon, de connaissances. J'aime surtout la mise en mots de ces mouvements politiques en Argentine qui se passent au loin, mais qui est si important, qui résonne ici aussi, dans nos propres contextes, que ce soit à Paris, bon, à Rome, à Ottawa, à Montréal, peu importe, soyez assurés que mes étudiants liront au moins quelques chapitres de ce livre-là. Je pense que c'est une contribution importante. Maintenant, en tant que militante, je voudrais partager brièvement avec vous une expérience, savoir aussi peut-être qu'est-ce que vous en pensez de tout ça, d'une expérience particulière que nous avons, une action en fait que nous avons accomplie de travail transnational pour mieux démontrer à quel point la matérialisation de cette mise en récit d'un mouvement politique là, que Véronica fait, elle est cruciale. La compréhension de ce récit est absolument cruciale. Bon, l'expérience, en quoi elle consiste? Le collectif Place de la Dignité, bon, vous savez, s'est formé de manière spontanée après la révolte populaire en octobre 2019 au Chili, par des Chiliens d'ici et Chiliennes, dont moi. Depuis, nous collaborons avec plusieurs communautés de la diaspora latino-américaine et plusieurs autres organismes d'ici, que ce soit pour défendre les droits humains ou au niveau des syndicats et puis d'autres organismes citoyens. Bon, bien que la révolte au Chili ne soit pas uniquement féministe, nous savons que le féminisme y est en grande partie honoré dans celle-ci. Des similarités avec les mouvements du pays voisin, de l'Argentine, il y en a évidemment, ça c'est sûr. Je ne vous apprends rien de nouveau, mais
ce qui est intéressant, c'est que les Chiliennes, bon, elles ont aussi fait la grève et elles ont aussi débordé les rues de toutes les villes dans le désir de tout changer. Ici, nous regardions ces actions avec moi. Vraiment, là, on était très intéressés à voir qu'est-ce qui allait se passer suite à cette révolte-là. Les femmes, elles ont formé des assemblées, justement, elles les ont appelées des assemblées territoriales ou cabildos, mixtes ou non mixtes, où elles délibèrent, elles participent à une repolitisation de la société chilienne, saccagée par la dictature et laboratoire du néolibéralisme. Et ça, ce n'est pas des détails. D'ailleurs, ces sujets-là sont abordés justement dans le livre de Véronica. Pas pour le cas du Chili, mais c'est un peu semblable quand même, au moins au niveau de la dictature en Argentine. Ensuite, la pandémie est arrivée et puis encore une autre crise pour la société chilienne. Alors là, nous décidons vraiment que nous devons aider les assemblées territoriales de manière plus concrète, les assemblées des femmes qui se consolidaient dans toutes les villes en organisant des cuisines collectives. Très précis, très ponctuel, très pratique, très matériel, n'est-ce pas? Donc, en défiant le modèle économique dominant, nous sommes partis chercher de l'argent dans la communauté solidaire d'ici, y compris auprès des syndicats d'ailleurs avec qui nous collaborons. Ce fut tout un succès pour nous et nous avons pu appuyer ces pratiques d'antinéolibéralisme pratique, comme dit-on dans le livre. Des alliances solides se sont créées à l'aide de webinaires organisés où il nous a été possible d'échanger avec ces femmes incroyables dans un cadre des rapports notamment intergénérationnels. C'était très, très émouvant pour nous. J'ai dit, évidemment, c'est intéressant au niveau politique, c'est sûr, mais c'était très émouvant surtout. Dans le fond, nous savions que depuis longtemps, dans ces cuisines collectives, mijotait la révolution. Nous savions que les anciennes recettes n'étaient plus suffisantes et que la violence de la vie quotidienne paraissait moins amère à la chaleur de cet internationalisme. Évidemment, en faisant des efforts pour ne pas considérer cette action politique comme assistentialiste, nos discussions étaient très politiques et puis c'est pour ça justement que ce fut tout un succès parce que ce n'était pas une vieille recette. On considérait qu'on rompait vraiment avec les économies dominantes. Alors, j'ajouterais que cette fin de semaine, en plus, il y a des élections au Chili, entre autres pour une convention constituante. La population doit voter pour des personnes qui rédigeront la nouvelle constitution du pays. Le but étant de se défaire de celle imposée par la dictature. Que l'on soit d'accord ou pas dans la manière institutionnelle de ce suffrage, évidemment, il y a plusieurs points de vue. Nous savons que c'est en grande partie grâce au mouvement féministe chilien que ce moment arrive. Plusieurs féministes et candidates, hier, dans la conclusion qu'elles faisaient de leur campagne, moi, je les écoutais hier soir clore la campagne en disant, puis elles disaient « Yo voto potencia feminista ». Je vote puissance féministe. Mais elle disait aussi, et elle nous rappelait aussi, somos potencia, somos urgencia. Alors, sur cette voie, nous continuerons à travailler pour contrer les violences d'ici et là-bas. À la lecture du livre, je dois vous dire que vous comprendrez que cela est non seulement souhaitable, mais absolument nécessaire. Nous sommes puissance, mais nous sommes aussi urgence. Ce serait ça ma petite conclusion. Merci beaucoup. Magnifique conclusion. Merci, merci infiniment, Joyce. Et ça met la table, en fait, parfaitement pour l'ouverture aux questions du public. Je vais briser la glace. J'ai déjà quelques questions qui sont rentrées dans les questions-réponses du Zoom, super intéressantes et tout ça. Je vais lancer ça avec une question du collectif Collage Féminicide Montréal, qui a signé la postface de l'édition québécoise de la puissance féministe. C'est un collectif féministe queer de collage qui utilise des actes de désobéissance civile pour faire valoir
leur point de vue féministe, révolutionnaire. Et en ce sens, le collectif se demande, Véronica, par rapport aux mouvements se disant plus extrémistes, féministes en Amérique latine, par exemple le Bloque Negro qui utilise la violence pour faire état d'une révolution désirée et tout ça. Je me demandais quel était votre rapport, tant en tant qu'autrice et que militante, par rapport à ces gestes révolutionnaires-là. A ver, si entendí bien la pregunta. Alors, si j'ai bien compris la question, on parle ici des mouvements, en fait, le bloc au Mexique, ou de quel mouvement parlez-vous en particulier? Est-ce que ça vise un pays en particulier? Non, en fait, c'est pas un mouvement en particulier. Si je comprends bien, c'est pas un mouvement en particulier ou bien un collectif en particulier. C'est en général les collectifs qui utilisent des méthodes un peu plus qualifiées d'un peu plus extrémistes ou voire violentes pour mettre sur pied une révolution féministe. Je me demandais quel était votre rapport en tant qu'autrice, mais aussi en tant que militante, peut-être même voir votre vécu par rapport à ces mouvements-là. Bueno, yo creo que esos son también Alors, como decisiones de los je crois que ce sont des décisions des collectifs à différents moments. Surtout les camarades du Mexique l'ont surtout fait valoir de façon beaucoup plus manifeste. Donc, ce sont des pratiques aussi d'autres collectifs. Bon, les personnes qui ne sont pas d'accord, justement, elles se retirent et puis elles laissent les autres membres d'un collectif à prendre des mesures. Je crois que c'est quelque chose de très important et ces décisions collectives sont particulièrement importantes. Ça fait partie de l'évaluation politique, comme on le mentionnait. Donc, elles prennent des dynamiques féministes différentes pour faire face à la violence, pour répondre collectivement à la violence qui ne cesse de les revictimiser et d'exproprier en fait la capacité d'intervention. Donc, je pense que cette question est très intéressante. Il y a aussi un dialogue quand même entre différentes stratégies d'intervention. Donc, en ce sens, vous savez, il y a aussi d'autres espaces transnationaux qui permettent d'évaluer les stratégies prises dans différentes régions. Et cela permet de mieux comprendre les questions culturelles liées à chaque collectif. Bon, on ne se prononce pas de manière très abstraite sur les modes d'intervention des différents groupes non plus. Merci, merci beaucoup. J'ai une autre question du public qui s'adresse encore à vous, Véronica, au sujet des corps et du territoire. Une question de Julieta qui demande: est-ce que Véronica est au courant de la lutte contre les mines que nous sommes en train de mener dans la province de Chubut en Patagonie, Argentine? Oui, bien évidemment. Ça fait partie de toutes sortes d'expériences particulièrement importantes en Argentine, notamment dans différentes régions d'Amérique latine, mais en particulier en Argentine. Donc, depuis les différents territoires, ce sont des groupes qui dénoncent et qui, en fait, luttent contre l'extraction minière. Mais on parle aussi beaucoup du lien entre ces activités et l'extraction, en fait, le capitalisme immobilier. Comment ces ressources, en fait, extraites, eh bien, ce que l'on en retire, ça permet, en fait, enfin, ça amène, en fait, à une lutte en faveur des logements. Donc, il y a un lien entre l'extraction minière et le monde des finances et de l'immobilier et les politiques économiques. En Argentine, en plus, eh bien, ces conflits pendant la pandémie ont
été encore plus aggravés. Il y a eu des incendies systématiques et il y a eu aussi des incendies délibérés afin de libérer des territoires qui appartenaient à certaines communautés afin justement de pouvoir mener à bien des activités immobilières, touristiques, etc. Donc, c'est une bataille de premier plan menée dans différentes provinces argentines. Et tout ça, c'est lié avec la critique justement des militants. Mhm. Une autre question, j'aimerais bien vous entendre, Mara, Léa ou Joyce. J'ai une question ici de Joël qui demande qu'est-ce que vous pensez du mouvement des femmes zapatistes? Le tengo muchísima Bon, admiración. eh bien, j'admire énormément ces femmes. Je crois que justement, elles ont lancé une initiative incroyable de déplacement pour diffuser en fait ce qu'elles pensent de la lutte au milieu de la pandémie, malgré en fait la crise accélérée, la crise capitaliste que nous sommes en train de vivre en Amérique latine. Et je crois que justement, elles essayent toujours de recourir à l'imagination politique de façon en fait très radicale. Donc, penser au territoire, à l'autonomie, aux alliances qui peuvent être menées entre le Mexique et ailleurs, d'autres mouvements dans le monde. Donc, je crois que pour nous, en Argentine, ça a été très important justement d'avoir été, bon, certaines campagnes ont été là. Le 8 mars 2018, elles avaient invité plein de gens du monde entier au Chiapas, et c'est une référence permanente, n'est-ce pas? Je pense que c'est aussi relativement important et en particulier, je trouve que depuis le début de la pandémie, les mots que les femmes zapatistes ont mis sur la situation me paraissaient particulièrement justes. Enfin, notamment un communiqué qui s'appelait Une montagne en haute mer, qui a été pas mal diffusé en France et que je trouvais vraiment, vraiment assez touchant et assez pertinent en fait sur on va dire l'état du monde dans lequel on est, en mettant en faisant des liens assez pertinents à la fois avec la question de la violence contre les femmes, les féminicides, etc., la maladie et les formes sociales qu'elle engendre dans la période contemporaine. En fait, oui, ça me paraît être des choses assez pertinentes. Et voilà, une amie a fait une sorte de petit spectacle de rue avec ce texte, Une montagne en haute mer, qui a soulevé un certain enthousiasme, enfin voilà, dans un petit cercle, mais on s'est retrouvés à Paris au mois de janvier, à Paris, confinés sous couvre-feu, à faire un petit spectacle de rue avec ce texte voilà, qui nous avait paru vraiment, vraiment chouette et pertinent. Voilà. Et nous également, je pense que c'était un mouvement qui était qui est pas seulement inspirante, mais qui depuis 25 ans nous montre comment il est possible de changer le monde d'ici, comme un des slogans les plus célèbres d'en bas et à gauche. Et surtout maintenant, après, je pense à voilà, un autre événement qui s'est ressenti en France, avec les voyages qu'ils sont en train de faire. Ils vont arriver, si je ne me trompe pas, dans les mois d'août en Europe, et donc tout un tour est prévu pour voilà. Et là aussi il y a à mon avis aussi dans cette expérience-là il y a une pratique. Là, il y a une véritable pratique décoloniale avant même d'être théorisé, avant même qu'il soit encore une fois passé par l'académie. Là, il y a une expérience radicale d'être en commun, d'un rapport avec le temps même, avec une temporalité qui est différente. Donc, il y a aussi une sortie d'une temporalité comme progrès qui signifie directement domination et colonisation. Mais il y a voilà, un autre rapport aussi à cet espace et la temporalité qui dessine et décrit des autres relations et des autres plurivers possibles qu'elle nous apprend, donc sont extrêmement inspirantes, je trouve. J'ai une autre question ici qui vient me rejoindre plus personnellement pour ce qui est du sujet.
En fait, dans La puissance féministe, Véronica, vous articulez une incohérence, en fait, ou une contradiction par rapport aux théories de genre et de la pluralité des genres comme étant une arme coloniale et capitaliste, en fait, que l'Église décrit la théorie des genres comme une arme coloniale et cette espèce de contradiction-là entre le fait que l'Église est une institution très colonialiste, mais qui utilise la théorie des genres pour démoniser, là, pour rester dans le vocabulaire religieux, pour démoniser la pluralité des genres. Donc, je me demandais si c'était possible d'élaborer un peu par rapport à ce sujet-là. Bueno, ahí lo que trabajo en Bon. el libro es sobre todo Ce que je cómo travaille dans le livre, c'est comment, en fait, à partir de ce qu'on appelle se llama l'idéologie du genre ou des genres, c'est une en esos términos por instituciones c'est conservadoras porté par des institutions d'extrême droite auxquelles appartiennent notamment l'Église catholique. Donc, ce qu'ils font, c'est que on condamne toutes les propositions féministes et plus particulièrement l'intervention sobre educación sexual sur l'éducation sexuelle intégrale. Donc, plano, digamos, de un debate más il y a un débat beaucoup plus théologique, doctrinaire, qui montre comment, en fait, tout cela pervertit la sexualité et l'éducation primaire, affirme-t-il. Donc, comment est-ce que l'on utilise justement cet appel pour construire le féminisme comme un ennemi dans les différents pays? Donc, tout cela, d'après eux, fait partie une offensive où on coupe en fait toutes sortes de questions. On s'en sert comme des affirmations. Donc, on parle de la stabilité de la famille. Et puis, à partir de là, on légitime un certain type de répression, de criminalisation même liée. Et puis, justement, la hiérarchie de l'Église catholique joue un rôle fondamental. Ça a eu énormément d'importance dans le débat sur l'avortement en Argentine, où la discussion, justement, a pris un côté beaucoup plus virulent. Mais on voit ça ailleurs, en Amérique latine, en tout temps. C'est une façon, en fait, de culpabiliser justement les féministes et de criminaliser certaines pratiques. Mais ça a aussi comme but de démoraliser les espaces très politisés par les féministes, comme dans le domaine de la santé, de l'éducation, où les différents débats qui ont lieu en dehors du débat hétérosexuel. Donc, ce sont tous les espaces où les féminismes, en fait, interviennent de façon transversale. On propose d'autres images des relations, d'autres façons d'éduquer, d'enseigner la pédagogie. Et ça, eh bien, c'est manifeste dans l'intervention, en fait. Donc, ce qu'ils appellent, en fait, la condensation, c'est une condensation doctrinaire, mais aussi politique pour, eh bien, délimiter le féminisme et en faire un ennemi. Merci. Il y a beaucoup de bruit de fond, l'interprète s'excuse. C'est les aléas des rencontres Zoom. Donc, malheureusement, il nous reste du temps pour une dernière question que je viens de recevoir. Une question du collectif Mars Bruxelles. Donc, comment encouragez-vous l'inclusion de toutes les femmes dans le terme inclusif, donc de personnes de la pluralité des genres qui ne peuvent pas se permettre d'être en grève? Et comment sortir du schéma fermé de la grève syndicale? Voilà. Creo que ese es un punto fundamental de Je crois que c'est un point fondamental justement de la grève féministe. Comment est-ce que l'on inclut des réalités professionnelles vitales qui n'entrent pas justement dans le paradigme
syndicale. Donc, on a élargi l'idée du travail, mais aussi des territoires professionnels en conflit, à partir justement de la vision féministe du travail. C'est ce qui a permis, moi, c'est ce que je propose dans mon livre. Donc, en fait, se servir de la grève féministe. Comment est-ce que l'on peut s'en servir dans n'importe quelle de nos situations? Donc, pour revenir à ce que disait Joyce, l'importance du mouvement féministe au Chili, eh bien, la structure des camarades au Chili, ce qu'on appelle en fait la lutte contre la manière, en fait, quel est le plan commun de convergence des féministes entre les différentes luttes? Eh bien, je crois que ça, c'est assez vaste pour pouvoir penser au sein même de ce programme général. Qu'est-ce que cela signifie? Inclure des situations particulièrement différentes en termes de travail formel, de façon partielle de travail d'immigrants, travaux post-emploi en fait vulnérables. Je crois que c'est important dans la lutte féministe, amplier, intégrer toutes ces réalités du monde du travail qui historiquement ont toujours été exclues. Donc là, quand on parle de grève, c'est dans le sens traditionnel. Mais d'un autre côté, qu'est-ce que cela signifie? Recréer justement la stratégie de la grève comme mode de force dans des situations qui divergent des situations. Par exemple, le patron n'est pas une personne qu'on puisse identifier. Très souvent, le patron peut être bien, la dette financière. Donc, on ne peut pas arrêter de travailler parce qu'on dépend justement des recettes quotidiennes pour pouvoir manger. Mais d'un autre côté, il y a un souhait de faire partie de cette force de grève féministe. Alors, je crois qu'il y a toutes sortes de problématiques qui font que la grève féministe est un dispositif collectif du même niveau qui permet justement de s'attaquer à la situation. Donc, c'est tout un défi d'organiser en termes politiques cette visibilité, mais aussi cette force. Merci, merci infiniment. En fait, voilà que le webinaire tire tranquillement à sa fin. J'aurais aimé poursuivre cette discussion à jamais. Mais voilà, je me demandais si Mara, Joyce, Léa, vous vouliez dire un mot pour conclure et peut-être Véronica aussi, si jamais il y a quelque chose qu'on n'a pas couvert. C'est sûr, en fait, qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas couvert, mais si jamais il y avait quelque chose que vous voudriez rajouter en cette fin de webinaire, je dirais que la parole est à vous. Moi, je veux remercier Véronica pour sa dernière intervention parce que je pense qu'effectivement, c'est quand même le cœur du livre qu'on a à peine abordé. Et en tout cas, c'est ce qui me paraît vraiment fondamental, la question de la cartographie du travail, des formes contemporaines du travail par la grève féministe, la question d'un féminisme de classe, inclusif, massif, qui arrive dans cette période. Et c'est aussi ça pour revenir au petit bout de discussion d'avant qui donne le côté joyeux en fait de ce mouvement et où la politisation de la souffrance, on a l'impression de la dépasser en allant vers quelque chose de massif et qui nous donne de l'énergie. Voilà. Donc merci pour ce document, quoi. Oui, je pourrais continuer, évidemment, en remerciant, mais peut-être que je prendrais, au lieu de conclure ou de donner une opinion, je voudrais juste reprendre une question qui a été posée. Comment penser les grands défis de l'organisation féministe internationaliste? J'aimerais ça juste entendre Véronica en parler parce que je sais que ça fait partie du livre. Donc, elle en a beaucoup à dire sur ça. Est-ce que vous pouvez répéter juste parce que j'ai perdu la question? Vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît? Excusez-moi, Joyce. Est-ce que ce serait possible de répéter la question pour la traduction, s'il vous plaît? Je peux lui dire en espagnol. Véronica, dans le chat, il y a une question. Comment penser, en fait, justement,
comme vous parlez beaucoup de ça, de cette question, on ne doit pas la possibilité que vous nous en parliez. Ok. Alors, c'est un plan fondamental depuis le début du mouvement. Le fait que la grève féministe, justement, a servi à établir un calendrier commun, mais tout cela dans le cadre d'un processus collectif beaucoup plus vaste. Et parfois, c'est aussi microscopique, mais ça devient beaucoup plus vaste. Le 8 mars, en fait, continue. On ne cesse d'organiser, de mettre sur pied d'autres initiatives, d'autres assemblées. C'est tout ce que là c'est justement ce cumul de forces internationales qui permet de générer une sensibilité d'alerte féministe dans différents endroits. Et justement, face à certaines questions, eh ben, ça a des répercussions. Il y a des capacités de coordination qui émergent. Et bien évidemment, comme dans les exemples les plus vus sont les plus manifestes, on a vu ce qui s'est passé, ce qui est arrivé avec la plateforme, la CETES en Chili, donc cette capacité de mutation, de réappropriation et de contamination, mais aussi le fait qu'on travaille sur cette langue commune. Mais je crois qu'on est aussi impliqué à différents niveaux de coordination transféministe qui permettent de produire des diagnostics en temps réel. Ça, c'était très important tout au long de la pandémie, à mes yeux, partager justement les fractions féminines. Il y avait différents enfin, syndicats féministes dans différentes régions justement d'Amérique latine et les liens entre les différents endroits et l'Europe. Donc, pensez à un plan de coordination, de diagnostic, mais aussi de temps réel et d'initiatives concrètes visant à produire des calendriers, des réclamations de façon collective et de façon internationale. Je crois qu'il y a aussi une dynamique de coordination et d'organisation qui est liée à la réaction aux dettes. C'est un autre type de coordination, comment les dettes des différents États et les dettes des économies nationales, en fait, se retrouvent face à différentes initiatives. Et là, le mouvement féministe, justement, joue un rôle crucial, par exemple, en mettant un terme aux expulsions des appartements. Donc, comme vous le voyez, il y a un programme d'initiatives concrètes, mais aussi de diagnostic qu'on est en train de mettre sur pied à l'échelle transnationale. Et justement, les organisations transféministes font partie de tout ce dynamisme politique. Je crois que ça s'est soutenu par toutes sortes de travaux militants à cette époque de pandémie. Et ça nous permet aussi d'en arriver à certaines dates que nous avons en commun. Et on peut travailler très dur sur le territoire. Ce n'est pas juste une question de date pour une mobilisation globale, mais en fait, il y a beaucoup de travail politique et militant à différentes régions, dans différentes assemblées territoriales, avec des syndicats et différentes organisations et avec des universités. Donc, je crois que la question, justement, comment est-ce que l'on invente ces espaces d'organisation, de connexion ou de rencontres organiques qui se traduit en termes politiques dans cette programmatique? Comment est-ce que l'on partage entre différents collectifs ce que l'on découvre, ce que l'on invente, ce qu'on essaye, et puis ce sur quoi on échoue parfois. Mais on partage nos connaissances et je crois que c'est très important à mes yeux. Par exemple, les manifestations des dernières années au Pérou, en Colombie, au Chili, en Argentine également, eh bien, la façon dont les féminismes se sont regroupés, ont adopté une façon de mener ces mouvements. Je crois que ça prouve que le féminisme n'est pas juste un mouvement à part, c'est justement ce mouvement massif a une incidence sur la forme de nombreuses protestations et c'est présent dans tous les conflits. Je crois qu'en ce sens, le passé, tout ce qui vient de passer en Colombie est très important. Mais c'est aussi une force présente, une façon de s'organiser, un langage politique que l'on retrouve dans toutes les manifestations depuis quelque temps. Ça fait partie de ce transnationalisme pratique, la façon dont les mouvements mettent en commun cette façon de faire.
Et merci beaucoup, Mara. Sans vouloir vous obliger, on dirait que j'aurais envie de vous entendre pour le mot de la fin. J'aurais envie de vous laisser la conclusion de ce webinaire. C'est l'honneur. Moi, je voulais vraiment juste vous remercier pour avoir organisé justement ce moment et merci infiniment à Véronica pour avoir écrit pas seulement la puissance féministe, mais aussi tous ces ouvrages, car je trouve qu'ils sont vraiment un antidote contre toute passion triste, mais aussi vraiment des outils, des armes pour imaginer que des autres mondes sont possibles. Et autant plus dans ces moments, je pense, nous avons besoin de lire et relire sa pensée si puissante et si transformative. Donc, merci à Véronica pour ces livres et pour elle, pour sa pensée pratique. Merci beaucoup. Merci de votre présence, Véronica, Mara, Joyce, Léa, Camille de la librairie Eugélion et Véronique pour la traduction en simultané. Merci pour ce travail colossal. Donc, je vous dis au revoir, je vous dis à bientôt et aussi procurez-vous la puissance féministe pour en apprendre davantage sur les théories, concepts et mobilisations si bien dépeintes par Véronica Gago dans cet ouvrage. Donc, merci tout le monde, ce fut un plaisir. Merci. Muchísimas gracias a todos. Merci à tout le monde de cette assemblée, de cette présentation. Et de toute façon, on reste en contact.